En 1919, des agitations apparurent soudainement parmi les collectionneurs dans la ville antique de Nanchang. On ignore pourquoi surgirent tout d'un coup une vingtaine de sceaux gravés par le célèbre Zhao Zhetian de la dynastie des Qing. Les collectionneurs se les approprièrent à qui mieux mieux, sans hésiter. Sachons qu'aux yeux des collectionneurs, les sceaux de Zhao sont des trésors très recherchés. Alors imaginez 20 pièces d'un coup, une aubaine pour des gens qui auraient déjà rêvé d'en posséder une seule. Ce qui est étrange, c'est que quand les collectionneurs exhibèrent fièrement leurs acquisitions, ils réalisèrent que plusieurs sceaux étaient identiques quant à leur modèle. D'où venait alors cette vingtaine de sceaux? Peu de temps après, contre toute attente, les sceaux des collectionneurs se révélèrent être tous des copies qui provenaient sans exception de la main d'un adolescent de 15 ans seulement. Nanjing, jadis appelée Jinling, est une ville connue de tous en Chine. Capitale impériale de 6 dynasties, capitale de 10 dynasties et républiques, ces noms ne suffisent pas à dépeindre l'éclat de la civilisation 6 fois millénaire de la ville. Voici le fameux musée de Nanjing, considéré comme l'un des 4 plus grands musées du pays. Aujourd'hui, ce musée est doté d'un fonds de rarissimes vestiges exhumés. Ces derniers font la fierté de cette ville antique et plus encore, forment une importante composante de la civilisation de la nation chinoise. Mais en ces lieux où est conservée la mémoire de la nation chinoise, un peintre a aussi une place, et pour toujours. Il s'agit de Fu Baoshi. 鲍氏先生是新近代画派的旗手和标志、领军人物。我认为，鲍氏先生最大的贡献就是为中国画正名，为中国画的在新社会的发展杀出了一条血路。胡宝师是位大师，是位天才的，是位富有才气和豪情的艺术大师。 Paysage au charme profond, beauté à la grâce aérienne, les traits orgueilleux sous arbre, voilà le monde artistique que Fu Baoshi a peint pour nous. Puisque son œuvre peut être exposée à côté des trésors nationaux les plus splendides et porte ensemble culture et histoire éclatante d'une ville, ce grand maître a eu sans aucun doute un lien hors du commun avec elle. 傅宝石是一个时代的经典，它的艺术影响，尤其在我们江苏，所以就以它为主，形成了一个我们江苏的50、60年代一个了不起的叫新精灵画派。 Or, quand nous pénétrons dans l'histoire de Fu Baoshi, nous découvrons que ce chef de file, considéré comme porteur du drapeau de la nouvelle école de peinture Jinling,
n'a jamais posé sur cette terre de Zinling avant l'âge de 30 ans. Le grand maître de la peinture chinoise, qui jouit d'une grande popularité à Nanjing, n'a jamais appris à peindre auprès d'un peintre professionnel. Son statut d'enseignant a d'ailleurs toujours été contesté. Avant l'âge de 13 ans, il n'avait jamais fréquenté une école. Dans son enfance, il n'a eu aucun lien avec la peinture, à peine avait-il de quoi manger à sa faim. Quel fut alors son parcours pour qu'il échappa ainsi à la fatalité et réalisa la double légende sur les plans de la vie et de la carrière? Le pavillon du roi de Trang, le premier des 3 pavillons les plus connus du pays, est situé au bord du fleuve Ganjiang, à Nanchang, dans le Jiangxi. Il doit sa grande renommée à un propos du poète des Trang, Wang Bo, dans son texte préface au pavillon du roi de Trang. Le soleil se couche alors que des sarcelles s'envolent. Le fleuve en cet automne fond avec le ciel à l'horizon. Fu Baoshi naquit dans cette ville. Mais la riche culture du pavillon du roi de Trang ne semble pas avoir tellement de lien avec lui dans son enfance. Dès le premier jour où il ouvrit les yeux, ce qu'il vit ne fut pas ce paysage de fleuve fondu avec le ciel à l'horizon, mais seulement une petite ruelle sale et délabrée. La ville de Nanchang est très prospère aujourd'hui. Quoique les traces des temples aient été effacées depuis longtemps, il y a un siècle, le quartier du temple Diende était un ghetto où vivaient des gens des bas-fonds de la société, venus des régions rurales et installés dans la capitale provinciale pour tenter leur chance. Le 26e jour du 8e mois lunaire de 1904, Fu Baoshi vint au monde dans une famille de réparateurs de parapluies qui officiaient dans la rue. À sa naissance, ses parents pauvres le baptisèrent Changsheng, longue vie. 那傅博士小时候，他出生的地方见得过那一带，在南昌那是最穷困潦倒的地方。那一带尽是各种匠人，比如泥瓦匠、木匠、修伞的，是吧？还有这个收荒破、收破烂的，都在那。我的爷爷那个名字叫傅德贵啊，他呢当时是从新余出来，然后流落到那个我们的那个南昌，后来在南昌就遇到了一个 补伞的一个老匠人，他就很喜欢我这个爷爷。我爷爷也很能干，我相信跟我爸爸有他的遗传，就非常能干，就跟他学补伞。后来我爷爷就能补那个洋伞。Il y a un siècle, les gens utilisaient en général ce type de parapluie de papier. Quand un parapluie était déchiré, on le réparait. Ceux qui le faisaient réparer étaient tous des gens pauvres. Pour le réparateur, même s'il s'exténuait à cette besogne, il ne pouvait jamais gagner grand-chose. Mais le père de Changsheng dépendait de cette activité pour entretenir sa famille. Selon la logique, ces outils auraient été transmis au fils de la famille. Que pouvait faire d'autre le fils d'un réparateur de parapluies? De nombreuses années plus tôt, le grand-père était aussi décédé de la tuberculose. À sa naissance, son père souffrait déjà de cette maladie infectieuse. Ce fléau était un mal courant dans le ghetto à l'époque. Les infortunés ne pouvaient qu'attendre la mort, dans le désespoir. Dès le premier jour de sa naissance, il était donc confronté à la maladie et la pauvreté. C'est peut-être cela qui lui donna l'instinct de courir le moins de dangers possible. Dans la rue bondée et tapageuse, malgré la présence de toutes sortes d'artisans près de lui, il porta cependant son regard sur l'étal d'un graveur, à l'entrée de la ruelle. 当时傅博士家隔壁住的就是一个搞篆刻的，天天摆个小桌子在那养家糊口刻章，他天天站在那个篆刻印章的旁看那个师傅刻印章。 Nous ne pouvons pas savoir pourquoi Changsheng à l'époque fut fasciné par la gravure. Ce qui se produira plus tard nous permet de tirer cette conclusion. La carrière d'artiste d'un grand maître légendaire commença avec ce petit étal de graveur. Il 接触这个东西啊，是他每天能看到的东西，所以他对这个产生浓厚兴趣啊，这不是有意培养的、栽培的，而是他命运呢给他造成这么一个机会，所以他对印章这个兴趣比他绘画还早。
Aujourd'hui, dans les environs du pavillon du roi de Trang, à Nanchang, existent encore plusieurs boutiques de sceaux. Ceux qui viennent en acheter sont, pour la plupart, des amateurs de sceaux ou des personnes à la recherche d'un simple souvenir. Le graveur de sceaux à l'entrée de la rue s'appelait Zhang. Tous les jours, il pouvait avoir plusieurs clients. Comparé au métier de réparateur de parapluies, le graveur avait non seulement un travail moins dur, mais aussi pouvait-il gagner un peu plus. Comme Changsheng le regardait travailler souvent à côté, le maître Zhang lui grava un sceau charmant avec une pierre sans valeur. Cette petite pierre, enduite d'encre rouge, était capable d'imprimer son nom, ce qui enchanta le gamin. Quoique l'étal du graveur fût le plus beau rêve de Changsheng, sa mère, née Su, avait d'autres projets pour son fils. C'est l'unique photo de la mère de Fu qu'elle laissa derrière elle durant ses vieux jours. Quoique dans son habillement, on ne puisse plus entrevoir le calvaire que la famille Fu vécut antérieurement, son regard trahit toujours l'opiniâtreté des gens qui ont vécu dans le besoin. 我这个奶奶啊，是一个奇女子，年轻的时候是一个财主家的一个丫头，因为长得漂亮，那个老爷啊就对她动了心思，对她动了心思以后，那个老爷的婆娘啊就非常生气，然后就找了一个媒婆来说：“你把她嫁出去，都不要，嫁到最穷、最糟糕的人那儿去。” 福宝石爸爸还真找不到老婆，没钱，这个女的呢又用不着聘礼呀，什么这个那个啊都用不着。 就马马虎虎就撮合了，就结婚了，就成了家庭，这样情况。Difficile d'imaginer comment elle a pu dissimuler cette humiliation. 他妈妈是个很泼辣、很干练的人，很能干。就是说，他们到富家以后啊，就他们家庭那个生活，都非常靠这个妈妈接济啊，这个在社会上交往。我这个奶奶呀，是一个女中豪杰。 虽然他并没有读什么书，但是知书识礼，非常懂道理。周围我爸爸老讲说，周围几条巷子，如果说有什么人，就是好像是这个吵架呀、斗殴啊，还有什么事情理不清那个数不清理还乱的事儿，都会最后就到我奶奶那里去，最后给她摆平。就是我奶奶做事情公道，而且很气派。 Probablement qu'aux yeux de la mère, le graveur de sceaux Zhang n'était qu'un simple artisan du ghetto. Elle ne s'opposait pas à ce que son fils eût de l'intérêt pour la gravure. Quoique la famille n'eût pas les moyens de scolariser le petit, la mère, qui avait vu du monde chez son ancien patron, inculqua à son enfant ce concept. L'homme doit avoir de l'ambition. Pour les gens du ghetto, ceux qui étaient les plus puissants étaient les policiers. Chaque fois qu'un agent de police passait, la mère l'invitait à prendre le thé à la maison. Et l'agent de sécurité Trao, en charge de ce secteur, devint très vite le premier bienfaiteur de Changsheng. Le premier cours que Fu Baoshi reçut dans sa vie fut celui donné par le policier. Peu de temps après, le bonhomme Trao réalisa que son peu de connaissances ne suffisait plus. Face à Changsheng surdoué, il trouva finalement une solution. 那个警察这个时候就觉得这个孩子靠我那半罐子水就不能满足他了，就说你应该去读书，你既然没钱读，我以我的面子，我带你去介绍一个私塾老师，就到那儿去读吧，就把他带过去了。 Changsheng put ainsi avoir l'occasion d'assister aux cours en tant qu'auditeur à l'extérieur. Plus tard, un autre enseignant d'une école primaire remarqua que Changsheng, qui n'était jamais allé dans une école, savait non seulement graver des sceaux, mais aussi lire un grand nombre de caractères. Il prit l'initiative de le cautionner en le recommandant à l'école primaire annexe de l'école normale dans la classe de 4e année. Changsheng, qui avait jusque-là toujours suivi les cours à l'extérieur de la salle, put enfin s'asseoir dans une salle propre et ensoleillée. Pour le fils d'un simple réparateur de parapluies, cette opportunité de faire des études à l'école constituait une chance inouïe. 4 ans plus tard, étant donné ses brillantes notes scolaires, il fut admis à l'école normale provinciale numéro 1 du Jiangxi. Compte tenu de son intérêt pour les beaux-arts, il devint un étudiant en art.
La légende de la carpe sautant par-dessus la porte du dragon allait se produire chez le réparateur de parapluies du ghetto. Mais ce dernier n'aura pas la chance de voir l'avenir radieux de son fils. La tuberculose finit par lui prendre la vie. Voici l'école normale professionnelle supérieure de Nanchang. Son prédécesseur était l'école normale provinciale numéro 1 du Jiangxi. Au début de la République nationaliste, l'école normale numéro 1 était la plus prestigieuse des écoles de la province. Être admis dans cette école était aussi quelque chose d'extrêmement glorieux. Entré à l'école normale, l'étudiant Fu Juelin, issu d'une famille pauvre, se fit distinguer non seulement par ses notes en cours de beaux-arts, mais aussi par son savoir-faire autodidacte en matière de gravure de sceaux. Ses talents lui permirent de gagner une grande notoriété. Pendant ses heures de loisirs, il imitait les sceaux antiques d'après des modèles. 当时他这个刻章的小本事已经逐渐成熟，那么刻那些模仿的中国的前辈，也主要就，这个赵之谦是很重要的一个模仿对象。Zhao Zhixian était un célèbre peintre et grand maître de la gravure sous la dynastie Qing. Ses gravures étaient particulièrement brillantes et eurent un impact considérable sur les générations postérieures. Fu était fasciné par ses sceaux et ses imitations ressemblaient aux pièces originales comme deux gouttes d'eau. Et le concierge de l'école commença à s'intéresser de près à cet enfant prodige. 当时傅老师下了课就在宿舍里课，同学都看着他课，他会做给人家看，你看呢，像不像赵子琪印章啊？他会给人家看，所以学校的门房就看中了他的印章刻到这个程度，他就你是端着金饭碗讨饭吃。Quand le concierge lui proposa de vendre ses copies, Fu Juelin, qui ignorait alors tout de la vie, accepta aussitôt. Contre ses attentes, ses gravures se vendirent au prix fort. Mais lui, il ne reçut qu'une part minime du gain et s'attira même de gros ennuis. 那个值班室的老人家就跟他卖嘛，所以省级的一些议员呐、一些官员呐，就在这里买了他这个章子，买了章子都以为是赵之谦的，当真的卖，但这是傅老师没料到的，最后人家找上门来问罪傅宝石嘛。 他傅抱石一个穷学生，哪里来那么多赵之谦的真章呢？所以最后就被发现了。 La lumière fut faite. Les collectionneurs furieux exigèrent une punition sévère à l'encontre du faussaire. Quand le recteur apprit que Fu Juelin avait été victime d'une escroquerie, il intervint en personne en sa faveur. 这个校长呢就保护这个学生，就来跟他们解释说这个学生确实有水平。 既然他刻的章子跟赵之谦在一起，你们都分辨不出真伪，那说明他的水平很高。我们江西能出现这样一个人才是个杰出人才，你们应该给点支持。那校长又这么解释说，他也是受害者，而且这个学生很有造培养前途，他也不是有意的诈骗，也就这些人也就算了。因为可买赵真印的都是有钱人。 Le directeur pardonna non seulement à Fu cette grosse faute, mais lui recommanda aussi de s'engager dans la juste voie en valorisant son savoir-faire pour couvrir ses frais de scolarité. 校长就说：“你既然你刻印刻得好，你为什么要仿赵之谦干什么？你就以你的名字在外面打招牌嘛，做广告嘛，人家考就有上门来的。” Peu après, un avis au public fut publié dans le journal de l'école. Tous ceux qui souhaitent demander au maître du studio Baoche de notre école de graver des sceaux sont priés de s'adresser à dans le bâtiment Temps pour de plus amples informations. Dès lors, Fu Juelin commença à graver des sceaux sous le nom de maître de studio Baoche pour gagner des sous. Selon ses souvenirs, durant ses vieux jours, s'il avait pris ce nom, c'est parce qu'il s'était inspiré du grand poète patriote Qu Yuan. Après cet incident, le fils du réparateur de parapluies, Fu Juelin, se fit un nom qui l'accompagnera durant tout le reste de sa vie, Fu Baoche. En cette année de 1926, en raison de sa brillante scolarité, Fu Baoche fut engagé par l'école primaire annexe de l'école normale. Il devint ainsi professeur de beaux-arts pour un salaire de 30 pièces d'argent par mois. Il put non seulement déménager du ghetto avec sa mère, mais aussi acheter quelques vieux meubles et quitter la vie bruyante des bas-fonds de la société. Cependant, moins d'un an plus tard,
la belle vie prit fin alors que la fête du Nouvel An battait son plein. Le jour de l'an, la mère de Fu Baoche découvrit une enveloppe rouge que quelqu'un avait glissée sous la porte. C'était la famille Fu. Mère et fils furent alors très surpris et heureux. Qui aurait eu la délicatesse de leur offrir ce cadeau du Nouvel An? Mais l'enveloppe contenait une lettre de remerciement de la part du principal de l'école. 为什么解聘他呢？这个小学这个校长啊，因为他安排自己的人，他就离开了小学。离开小学当时他就很困难嘛，但是他很有名，他很有名呢。这个时候议事呢就改成省立一中，省立一中呢就缺这个美术老师，然后就这个教务长啊就直接到他家去把他请来。 Cette évolution dramatique fut inespérée pour Fu Baoche. Alors qu'il était à bout de ressources, il venait de perdre son poste à l'école primaire. Par chance, on l'engagea en tant que professeur dans une prestigieuse école secondaire. Ce sceau portant 2 idéogrammes, Fana de sceau, a été gravé par Fu Baoche quand il faisait ses études à l'école normale numéro 1. Nous pensons qu'à l'époque, il était fort heureux et satisfait puisque la gravure lui permettait de faire valoir son talent. Mais quand il entra dans la société, la voie ne s'avérait pas si royale que ça, parce qu'il était un fanat de sceau. Il se peut que ce fût là la première leçon de toute sa vie. Cette photo a été prise quand Fu Baoche prit ses fonctions de professeur des beaux-arts à l'école secondaire numéro 1 de Nanchang. Son regard brillant et clair laisse deviner un brin d'angoisse. À l'époque, les enseignants de l'école secondaire gagnaient 120 pièces d'argent par mois. Conformément au règlement, une réduction de 10% fut appliquée à son salaire et Fu put ainsi gagner un peu plus de 100 pièces. C'était déjà un gros salaire. Probablement, Fu Baoche, qui avait à peine 22 ans, n'avait pas la conscience tranquille face à ces émoluments exceptionnels qui lui étaient accordés. Nous constatons que cette année-là, il rédigea son premier ouvrage, La gravure des sceaux. Dans la galerie d'art de Fu Baoche, au musée de Nanjing, nous avons pu filmer le manuscrit La gravure des sceaux. Les 50 000 mots de ce livre ont tous été écrits au pinceau dans le style calligraphique Xiaokai. Un enseignant de 22 ans, diplômé d'une école professionnelle, rédigeant un ouvrage académique, c'était du jamais vu à l'époque. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que Fu lui-même n'aurait pu imaginer que ce livre, qui ne sera jamais édité ni distribué, changerait complètement le cours de son destin quelques années plus tard. Ce qui plus tard prouve que Fu Baoche avait raison d'être en proie à l'angoisse à l'époque. Durant ces 6 années passées à l'école secondaire comme professeur de premier et de deuxième cycle de l'école, de nombreux individus, et 2 fois en s'associant dans une lettre commune, le dénoncèrent auprès de la direction de l'éducation de l'école. Le département compétent ordonna d'enquêter sur l'affaire. Aussi, le directeur convoqua-t-il les plaignants pour qu'ils assistassent au cours que Fu donnait. Il leur promit, s'il n'est pas compétent, nous le renverrons. S'il fait bien son travail, nous le garderons. À la fin, grâce à ses compétences, Fu finit par conquérir tous ceux qui avaient assisté à son cours. Voici le fameux site touristique de la ville, le lac de l'Est. La rue derrière ce portique s'appelle Ruelle Xiaojia. Il y a plus d'un siècle, cet endroit était un quartier réservé aux riches. À l'époque, la plus grande famille de la ruelle se nommait Luo. Au moins la moitié des maisons de la rue appartenaient à cette famille. Le maître de maison s'appelait Luo Hongbin. Ses ancêtres avaient été des marchands. Lui-même, à sa retraite, était directeur du service fiscal. Il avait épousé 3 femmes, une légitime et 2 concubines. L'année où Fu fut recruté par l'école secondaire numéro 1, la famille Luo possédait justement une maison inoccupée, mise en location au prix de 30 pièces par mois. Personne n'aurait pensé que Fu dépenserait un tiers de son salaire mensuel pour louer une cour arrière de la famille des Luo. Certes, la cour ne lui appartenait pas, mais pour Fu Baoche, qui avait habité le ghetto,
Ce fut une preuve des résultats de ses efforts. Il réussit enfin à donner la possibilité à sa mère de vivre dans la dignité. 在当时当美术老师，在所有的教师里面是最没出息的。他们家就洋洋当个警察，当警察有多少收入啊？一个月有8块现大洋。但傅抱石当时当了中学老师以后，到各个学校兼课。你们到南昌2中部去吧，好几个学校都他在那里兼美术课，他一个月的收入已经达到200大洋。所以以他的对社会的观察、努力，还有他看中了人家所不愿意见的事情、所不愿意干的事，他干了。所以他这个做的比人家智慧要高一些。 Nous sommes en 1929. Fu Baoche n'a que 25 ans. Aux yeux des gens, il est le célèbre maître du studio Baoche dans les milieux des graveurs de Nanchang. Un jeune enseignant talentueux, reconnu par tous dans les milieux éducatifs, et aussi un jeune savant habitant chez les Luo. Un professeur de lycée que les élèves apprécient et qui a de l'humour. Mais ils ignorent qu'une personne l'observait constamment et discrètement. La jeune fille sur cette photo s'appelle Luo Shehui. Quand elle fut admise à l'école secondaire numéro 2, à l'âge de 17 ans, Fu Baoche était son professeur. C'est elle qui conquérera le cœur de Fu Baoche. Quoique née dans une grande famille riche, Luo Shehui était indépendante dans ses pensées et agissait sans contrainte. En dépit de nombreux prétendants des familles riches qui couraient derrière elle, elle préféra jeter son dévolu sur le professeur Fu Baoche. 我母亲她想追求这个老师，这个老师不错啊，尽管她也知道这个老师可能不很有钱呐，她也不管，她就一个劲儿要追，为了追到手，为了达到她这个追求的傅抱石的目的，她就把他介绍到我家来了。 Quand Fu Baoche a commencé progressivement à être séduit par Luo Shehui et à la fin à tomber amoureux de cette lycéenne si douée, leur union fut rejetée par le père de la fille, Luo Hongbin. Certes, ce dernier appréciait beaucoup les talents du jeune homme, au point qu'il l'avait même engagé comme précepteur pour son fils. Mais la différence de classe était bien trop grande entre les deux familles. 就是门户不相对，因为我父亲穷书生一个，再往前推修伞的、补伞的，谈不上什么身份，谈不上什么地位。 Ce qui est inattendu, c'est que leur union finit par recevoir la bénédiction de la mère de Luo Shehui. En tant que deuxième femme de Luo Hongbin, ce statut lui donnait du pouvoir. Elle fut non seulement favorable au projet de mariage de sa fille avec Fu, mais leur suggéra aussi d'obtenir d'abord le feu vert des première et troisième belles-mères. 他那个三太太在家里很有地位，喜欢看戏，好玩的人。傅抱石的经常给他们送戏票，请他去看戏，所以他这个小妈妈对傅抱石印象特别好，总是在丈夫面前夸奖傅抱石。罗世贵的大妈妈爱财，傅抱石经常给她送点绸缎啊、衣服料子啊，她就高兴了。 他就在丈夫面前说好话，所以当傅抱石正式向罗世慧家里求婚的时候啊，他爸爸就同意了，就已经料到了这么个结果。 Et l'an 1929 fut l'année où Fu Baoche eut le plus de chance dans sa vie. Le professeur de beaux-arts talentueux de l'école secondaire édita le premier ouvrage de sa vie, précis de l'évolution de la peinture chinoise. Peut-être que sa diligence et son talent finirent enfin par toucher M. Luo, qui accepta à la fin ce gendre travailleur et studieux.